Maintenant que nous avons une idée plus claire de comment les AME sont établis, parlons maintenant de quelques AME importantes pour la conservation. Un des accords clés est la Convention sur la diversité biologique ou CDB que j'ai déjà mentionné à quelques reprises. La CDB est une convention cadre. Elle crée un vaste ensemble de principes et d'objectifs pour la conservation de la biodiversité ainsi que des structures pour la coopération internationale. Elle expose 3 objectifs clés, à savoir la conservation de la diversité biologique, l'utilisation durable de ses composantes et le partage juste et équitable des bénéfices provenant de l'utilisation des ressources génétiques. Ces 2 protocoles établissent des obligations plus détaillées en rapport avec certains de ces objectifs. En 2010, la COP de la CDB a adopté le plan stratégique pour la biodiversité 2011-2020, comprenant les objectifs d'AICI. Les objectifs d'AICI sont des objectifs spécifiques et mesurables à atteindre d'ici 2020, couvrant divers secteurs. Par exemple, l'objectif 11 dit, d'ici 2020, au moins 17% des zones terrestres et d'eau intérieure et 10% des zones marines et côtières, y compris les zones qui sont particulièrement importantes pour la diversité biologique et les services fournis par les écosystèmes, sont conservés au moyen de réseaux écologiquement représentatifs et bien reliés d'aires protégées, gérés efficacement et équitablement, et d'autres mesures de conservation effectives par zone et intégrées dans l'ensemble du paysage terrestre et marin. D'autres objectifs se concentrent sur d'autres défis auxquels la biodiversité fait face. L'objectif 6 s'intéresse à la question de la gestion et l'utilisation durable des zones de pêche. L'objectif 8 s'adresse à la question des espèces exotiques envahissantes. L'objectif 20 appelle à la mobilisation des ressources financières, tandis que l'objectif 2 cherche à intégrer la biodiversité au processus de développement et de planification. Voyons maintenant un autre accord. La Convention de Ramsar a été adoptée dans les années 1970, soit 20 ans avant la CDB. Elle se concentre sur un habitat spécifique, à savoir les zones humides. Ramsar inclut des obligations générales pour l'utilisation raisonnable des zones humides au sein d'un État. Elle établit aussi la liste des zones humides d'importance internationale auxquelles s'applique une gestion spéciale et des obligations de conservation. La Convention sur le patrimoine international dresse aussi une liste. Elle inclut les sites ayant une valeur universelle exceptionnelle, des aires de beauté naturelle exceptionnelles, des formations géologiques exceptionnelles, des écosystèmes significatifs et des habitats naturels importants peuvent aussi être listés comme des sites du patrimoine mondial. Cette convention engage aussi les parties à protéger tout site naturel et culturel du pays qui se trouve sur la liste ou non. Pourquoi un pays voudrait-il avoir un site classé sous Ramsar ou patrimoine mondial? Quels sont les bénéfices? La notoriété que ce statut apporte est sans conteste, mais il existe aussi de potentiels bénéfices financiers. Un site classé au patrimoine mondial ou Ramsar peut attirer davantage de touristes ou de soutiens financiers. Il est important de savoir que ces désignations à elles seules ne protègent pas les sites dont il est question. Pour remplir les obligations internationales, la protection de ces sites doit être mise en œuvre à travers la législation nationale, par exemple en désignant ces sites comme des aires protégées. La CITES, Convention sur le commerce international des espèces en danger, se concentre sur un aspect différent de la conservation et répond au commerce international des espèces. La CITES liste les espèces dans 3 annexes. Pour les espèces listées dans l'annexe 1, comme l'éléphant d'Afrique, la commercialisation à l'international n'est pas autorisée.
Cela signifie que toute commercialisation internationale d'ivoire d'éléphant enfreint la CITES, à quelques exceptions près, comme l'ivoire obtenu avant que la convention ne soit établie. Mais rappelez-vous, la CITES ne fonctionne que si elle est implémentée dans la législation nationale. Pour que la CITES soit efficace, les États doivent créer et faire appliquer les lois qui interdisent l'importation et l'exportation de l'ivoire d'éléphant et réellement poursuivre les trafiquants qui enfreignent cette loi. Les deux autres annexes listent les espèces qui peuvent être commercialisées avec les permis appropriés. Les espèces listées dans l'annexe 2, telles que l'hippopotame, ne peuvent être commercialisées qu'en possession d'un permis d'exportation et d'importation. Pour les espèces listées dans l'annexe 3, comme la civette, seul un permis d'exporter et un certificat d'origine sont requis. Les annexes sont régulièrement revues par la COP et des espèces sont ajoutées ou retirées de la liste. Pour rester en conformité, certains pays doivent s'assurer que leur législation nationale est à jour. Une manière de faire cela est de se référer directement à la CITES dans la législation nationale. Par exemple, en Tanzanie, la loi sur la conservation de la vie sauvage de 2009 affirme, je cite, « Tout commerce en violation avec les dispositions de la CITES est interdit en vertu de cette loi et tous les spécimens commercialisés illégalement seront confisqués. » Fin de citation. Et la traduction en législation nationale n'est que le début. Elle doit aussi être appliquée. La Convention sur la conservation des espèces migratoires, CMS, inclut aussi des annexes listant des espèces et les espèces listées dans la CMS et la CITES ne sont pas les mêmes. La CMS établit un cadre pour des accords et protocoles d'accord entre États ou aires de répartition dans lesquels l'espèce en question se trouve. Elle a pour but de soutenir la coordination de la conservation transfrontière de la faune sauvage. Par exemple, l'accord Gorilla a pour but de conserver les gorilles dans l'ensemble des 10 États de son aire de répartition en Afrique. La Convention de l'ONU relative aux droits d'utilisation des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation s'adresse aussi au problème de la conservation d'une ressource transfrontière. Tout comme la CMS, la Convention sur les cours d'eau de l'ONU établit un cadre et des principes pour les accords entre États partageant le même bassin. D'autres AME appliqués au niveau global et régional peuvent être cités. La Convention de l'ONU sur le droit de la mer et la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques sont particulièrement pertinents. Des accords régionaux importants tels que la Convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles et les conventions régionales concernant les mers comme la Convention de Barcelone pour la protection du milieu marin et du littoral de la Méditerranée.